Pour soutenir la chaîne, Buy Me a Coffee. Merci. Les maîtres des dragons. Un roman court par Jack Vance. Chapitres 10 et 11. Les écrans panoramiques qui permettaient à Joas de surveiller le Val Bonbec de long en large furent utilisés pour la première fois dans leur fonction première. Il avait élaboré le procédé en s'amusant avec une paire de vieilles jumelles qu'il avait vite délaissées. Plus tard, lors d'une transaction commerciale avec les sacerdotes dans une des cavernes du mont Gétron, il leur avait proposé de leur faire dessiner et fabriquer les optiques de ce fameux appareil. Le vieux sacerdote aveugle avec qui il traitait lui avait répondu de façon ambiguë que, selon les conjonctures, la réalisation d'un tel projet pourrait très bien être prise en considération. 3 mois avaient passé. Joas avait relégué son projet au fin fond de son esprit. Puis, un jour, lors d'une nouvelle transaction commerciale, le sacerdote lui demanda s'il envisageait toujours d'installer son système visuel. Si tel était le cas, il pouvait prendre livraison de ses optiques immédiatement. Joas accepta le troc et retourna au Val Bonbec avec 4 lourdes caisses. Il ordonna le percement des indispensables ouvertures et installa les optiques. Il découvrit qu'en plongeant son cabinet de travail dans l'obscurité, il pouvait visualiser les 4 points cardinaux du Val Bonbec. Voilà pourquoi, quand le vaisseau des Basiques assombrit le ciel, Joas Bonbec resta dans son cabinet à observer l'incursion de l'énorme engin noir. Au fond de la pièce, les tentures brunes s'écartèrent. Étreignant le tissu de ses doigts crispés, Fadé, la ménestrelle, apparut. Son visage était pâle et ses yeux brillants comme des opales. « Le vaisseau de la mort! Il est venu s'emparer de nos âmes !» Joas la regarda d'un air stoïque et reporta son attention sur l'écran de verre ciselé. « Le vaisseau est parfaitement visible. » Fadé se précipita à ses côtés, saisit Joas par un bras et l'obligea à pivoter pour lui faire face. « Essayons de nous échapper! Fuyons dans les montagnes, vers les hauts éboulis! Ne les laissons pas nous emmener aussi facilement !» « Personne ne te retient. » lâcha Joas avec indifférence. « Tu peux t'enfuir où tu veux. » Fadé le fixa d'un air absent, puis elle tourna la tête et regarda l'écran. Le gigantesque vaisseau noir semblait descendre avec une lenteur sinistre. Ses disques avant et arrière avaient pris des reflets nacrés. Fadé se retourna vers Joas et passa sa langue sur ses lèvres. « Tu n'as donc pas peur ?» Joas eut un faible sourire. « À quoi bon courir? Leurs traqueurs sont plus rapides que nos meurtriers et plus vicieux que nos harpies. Ils pourront sentir ta présence à plus d'1,5 kilomètre. Ils iront te chercher au beau milieu des éboulis. » Fadé eut un frisson d'horreur. « Qu'ils prennent mon cadavre, ils ne mourront pas vivantes !» chuchota-t-elle. Joas se mit à jurer. « Regarde où ils se posent, dans notre meilleur champ de Bellegarde. »« Est-ce important ?»« Important. Devons-nous cesser de manger sous prétexte qu'ils nous rendent visite ?» Fadé, hébétée, le regarda sans comprendre. Elle s'agenouilla doucement et entama les gestes rituels du culte théurgique. Elle ouvrit ses mains de part et d'autre de son corps, paume vers le bas, et, tout en tirant la langue, les remonta lentement jusqu'à ses oreilles. Elle accomplit ce rituel plusieurs fois, les yeux fixant le vide, comme dans un état hypnotique. Joas l'ignora jusqu'au moment où, le visage tordu par une monstrueuse grimace, elle se mit à soupirer et à gémir. Il la frappa alors en plein visage avec les pans de son gilet. « Cesse de faire la folle !» Elle s'effondra sur le sol en gémissant. Les lèvres de Joas se mirent à trembler. Contrarié, perdant patience, il l'obligea à se relever. « Écoute, les Basiques ne sont ni des déterreurs de cadavres ni des anges de la mort. Ce ne sont rien de plus que de pâles copies des harpies, nos dragons de base. Alors arrête tes idioties, ou je demande à Riffé de t'éloigner. »« Pourquoi ne te prépares-tu pas ? Tu restes là à regarder sans rien faire !» ?»« Je ne peux rien faire de plus. » Fadé, frémissante, soupira profondément. Elle fixa l'écran d'un air morne. « Vas-tu les combattre ?»« Évidemment. »« Comment comptes-tu t'opposer à cette fabuleuse puissance ?» Nous ferons ce que nous pourrons.
Ils n'ont pas encore affronté nos dragons. Le vaisseau s'immobilisa au beau milieu des pieds de vignes noires et vertes, à l'autre bout de la vallée, presque à l'entrée de la crevasse Clybourne. Une porte coulissa et une rampe d'accès se déroula. « Regarde, Dit Joaz. tu vas les voir. » Fadé examina les étranges silhouettes pâles qui s'avançaient, hésitantes sur la passerelle. Elles ont l'apparence biscornue et difforme des puzzles en argent pour les enfants. Ce sont les basiques. De leurs œufs sont nés nos dragons. Ils en ont fait autant avec nos hommes. Regarde, voilà leurs cavaliers lourds. Le long de la rampe, en rang par 4, les cavaliers lourds descendirent au pas cadencé et s'arrêtèrent à 50 mètres du vaisseau. 3 escouades de 20 éléments, des hommes courteaux, larges d'épaules, au cou épais, au visage sévère et figé en une moue tombante. Leur armure était composée de lamelles métalliques noires et bleues entrecroisées. Une large ceinture retenait pistolets et épées. Les épaulettes qui dépassaient de leur carrure de quelques centimètres étaient parées d'un court voile de cérémonie en tissu noir flottant dans leur dos. Leur casque était orné d'une crête de piques acérées. Un ergot d'acier équipait leurs bottes qui montaient jusqu'aux genoux. Un groupe de basiques se mit en route, chevauchant des montures qui ressemblaient vaguement à des hommes et couraient à 4 pattes en s'aidant de leurs mains et de leurs pieds, le dos cambré à bonne distance du sol. Leurs têtes étaient dépourvues de cheveux, leurs visages allongés, leurs bouches pendantes et tremblotantes. Les basiques les maîtrisaient en leur donnant de petits coups de cravache. Arrivés sur le terrain, ils les laissèrent galoper vivement à travers le champ de Bellegarde. Pendant ce temps-là, une équipe de cavaliers lourds poussait un engin à 3 roues vers le bas de la rampe, puis pointait sa gueule au profil complexe sur le village. « C'est la première fois qu'ils se préparent avec autant de soin, » murmura Joaz. « Voilà les traqueurs. Il les compta. 2 douzaines seulement. Peut-être sont-ils difficiles à élever. Les hommes se reproduisent lentement. Les dragons, eux, pondent des quantités d'œufs tous les ans. » Les traqueurs, formant un petit groupe agité et quelque peu indiscipliné, se placèrent debout sur le côté. Ces créatures au visage hâve et mesurant 2,20 m de haut avaient des yeux noirs globuleux, un nez crochu et une petite bouche saillante dont les lèvres se plissaient comme pour donner un baiser. De leurs épaules étroites pendaient de longs bras qui se balançaient comme des cordes. Pendant cette longue attente, ils passèrent leur temps à fléchir les genoux en scrutant la vallée avec intérêt. Quelques porteurs d'engins descendirent peu après eux. Il s'agissait d'hommes non modifiés, vêtus d'amples sarraux de toile et coiffés de chapeaux en tissu vert et jaune. Ils acheminèrent 2 autres appareils à 3 roues qu'ils entreprirent de régler et d'essayer sur le champ. Le silence et une certaine tension envahit la troupe. Les cavaliers lourds se mirent à avancer d'un pas pesant, main à la ceinture prête à saisir pistolet ou épée. « Les voilà qui arrivent !» s'écria Joaz. Fadé émit un petit son désespéré. Elle s'agenouilla et entama une fois de plus son rituel théurgique. Joaz lui ordonna d'un air dégoûté de quitter le bureau, puis s'approcha d'un panneau équipé d'une rangée de 6 appareils de communication directe dont il avait personnellement supervisé l'installation. Il utilisa successivement 3 téléphones pour s'assurer que ses défenses étaient vigilantes et retourna devant les écrans de verre ciselés. Les cavaliers lourds progressaient à travers le champ de Bellegarde, visages fermés, durs et creusés de rides inversées. Sur chaque flanc, les porteurs d'engins faisaient rouler bruyamment leurs machines à 3 roues. Les traqueurs, eux, attendaient toujours près du vaisseau. Une douzaine de basiques chevauchaient derrière les cavaliers lourds, transportant d'énormes armes sur leur dos. À une centaine de mètres du portail de la voie de Kergan, hors de portée de la rangée de mousquets des troupes de Bornbeck, les envahisseurs firent halte. Un cavalier lourd courut jusqu'à une des charrettes des porteurs d'engins, enfila ses épaules sous les sangles et se redressa. Il se retrouvait harnaché d'une machine grise d'où pointaient 2 globes noirs. Tel un énorme rat, le cavalier se précipita vers le village, tandis que les globes noirs envoyaient un flux d'énergie, destiné à brouiller le courant nerveux des défenseurs de Bornbeck et à les immobiliser. Il y eut des explosions. Des nuages de fumée apparurent çà et là dans les rochers escarpés. Des balles se logèrent dans le sol autour du cavalier. Plusieurs ricochèrent même sur son armure. La riposte fut immédiate. Des rayons thermiques, en provenance du vaisseau, vinrent heurter les parois de la falaise. Dans son bureau, Joaz eut un large sourire. Les nuages de fumée n'étaient que des leurs. Les tirs véritables provenaient d'ailleurs. Le cavalier zigzaga,
et sautilla pour éviter la pluie de balles et passa en courant sous le portail au-dessus duquel 2 hommes attendaient. Touchés par le flux d'énergie, ceux-ci chancelèrent et s'ankylosèrent. Néanmoins, ils avaient eu le temps de laisser tomber une grosse pierre qui atteignit le cavalier à la jointure du cou et des épaules et le projeta au sol. Battant des bras et des jambes, ce dernier roula sur lui-même, puis, se relevant prestement, il repartit en courant vers la vallée, galopant par petits bonds, et finit par trébucher et s'effondrer la tête la première sur le sol, où il demeura, tapant des pieds, le corps parcouru de tremblements. L'armée des Basiques regarda la scène sans manifester le moindre intérêt. Au terme d'un moment d'inactivité, un champ vibratoire invisible parvint du vaisseau et se propagea sur les parois de la falaise. Chaque fois que les vibrations faisaient mouche, des nuages de poussière s'élevaient, des morceaux de roche se détachaient. Un homme, allongé sur une saillie, se releva brusquement et, tel un danseur virevoltant, fit une chute mortelle de 60 mètres. Par un des Judas du cabinet de Joas Bandbeck, une des vibrations s'infiltra jusqu'à l'intérieur. Elle retentit en un mugissement à faire grincer des dents et se propagea le long de la falaise. Joas massa son crâne douloureux. Pendant ce temps-là, les porteurs d'engins avaient mis en fonction une de leurs machines. D'abord, une explosion étouffée, puis un arc décrit par une sphère grise et vacillante dans les airs. Le tir étant imprécis, cette dernière alla s'écraser sur la paroi où elle se désintégra en un jaillissement de gaz jaune et blanc. La machine fut réarmée. Cette fois, le projectile, correctement lancé, atterrit au beau milieu de la voie de Kergan, désertée depuis peu. La bombe ne blessa personne. Dans son bureau, Joas patientait avec détermination. Jusqu'alors, les Basiques avaient avancé timidement, comme s'ils s'amusaient. Des tentatives plus sérieuses allaient sûrement suivre. Le vent dispersa le gaz. La situation restait inchangée. Pour le moment, les pertes se résumaient à un cavalier lourd chez les Basiques et un fusilier du côté de Bandbeck. Une décharge décisive de flammes rouges et redoutables partit alors du vaisseau. Du portail, des morceaux de roche volèrent en éclats, des fragments tournoyèrent en sifflant. Les cavaliers lourds avancèrent au petit trot. Joas s'empara de son téléphone pour recommander la prudence à ses capitaines. S'ils contre-attaquaient et que leurs ennemis rusaient, ils s'exposaient à une nouvelle bombe gazeuse. Mais les cavaliers lourds déferlèrent sur la voie de Kergan, acte qui, dans l'esprit de Joas, démontrait une imprudence frisant le mépris. Il lança un ordre brusque, et, surgissant des moindres recoins, ses dragons se mirent à grouiller. Horreur, bleus, démons, harpies. L'escadron de cavaliers les regarda, mâchoires pendantes. Ses adversaires étaient inattendus. La voix de Kergan résonna de leurs cris et des ordres aboyés. Leur première réaction fut de reculer, puis l'énergie du désespoir les poussa à combattre avec acharnement. Sur la voie de Kergan, la bataille fit rage. Certaines difficultés devinrent évidentes. Dans cet étroit défilé, ni les pistolets des cavaliers, ni les queues lestées d'acier des démons ne pouvaient être utilisés efficacement. Les coutelas étaient inopérants contre les écailles des dragons. Cependant, les tenailles des horreurs bleues, les dagues des harpies, les haches, les épées, les crocs et les griffes des démons répandirent le sang des cavaliers lourds. Un cavalier était presque à égalité avec une harpie, car il enserrait le dragon de ses bras massifs, il lui arrachait les siens ou lui brisait le cou. La plupart du temps, il sortait victorieux du combat. Mais si 2 ou 3 harpies affrontaient un cavalier isolé, c'en était fait de lui. Dès qu'il s'attaquait à l'une, l'autre lui écrasait les jambes, l'aveuglait ou l'égorgeait. Aussi, les cavaliers reprirent-ils le chemin de la vallée, abandonnant une vingtaine de leurs congénères sur la voie de Kergan. Une fois de plus, les hommes de Bandbeck leur tirèrent dessus, mais sans causer plus de dégâts qu'auparavant. Joas observa la scène de son bureau et s'interrogea sur la prochaine offensive des Basiques. Il ne tarda pas à être édifié. Au milieu des cavaliers essoufflés qui s'étaient regroupés, les Basiques chevauchaient de tous côtés pour glaner des informations, les réprimander, les conseiller ou les exhorter. Un flux d'énergie fut tiré du vaisseau noir et atteignit la falaise au-dessus de la voie de Kergan. Le cabinet vibra sous la secousse. Joas s'éloigna des panneaux visuels. Que se passerait-il si l'un des rayons touchait une de ses lentilles? L'énergie ne risquait-elle pas d'être récupérée et renvoyée directement sur lui? Une nouvelle explosion le fit quitter son bureau. Il traversa un couloir en courant, descendit un escalier et émergea dans une des galeries centrales où régnait la plus grande confusion. Des femmes au visage livide, accompagnées d'enfants,
tentaient de pénétrer plus profondément dans la montagne en se frayant un passage parmi les dragons et les hommes en tenue de combat qui s'engouffraient dans un nouveau tunnel. Joaz les observa un moment pour vérifier que ce désordre ne se transformait pas en panique, puis rejoignit ses guerriers dans la galerie menant vers le nord. Bien des années plus tôt, à l'orée de la vallée, un pan de la falaise s'était écroulé, créant ainsi un amoncellement de roches et de boulders empilés les uns sur les autres, les éboulis Bonbeck. Là, partant d'une brèche, s'ouvrait le nouveau tunnel. Joaz et ses guerriers l'empruntèrent. Derrière eux, dans la vallée, des échos d'explosions retentirent. Le vaisseau noir commençait à démolir le village Bonbeck. Abrité derrière un rocher, Joaz, fou de rage, fut témoin de la chute de gros blocs de pierre qui se détachaient de la falaise. Puis, sa fureur se mit en stupeur à la vue des nouveaux renforts des basiques. 8 géants, 2 fois plus grands qu'un homme, des monstres au torse puissant, aux membres noueux, aux yeux pâles et à la tignasse fauve. Vêtus de cuirasses brunes et rouges agrémentées d'épaulettes noires, ils étaient armés d'épées et de masses à la ceinture et portaient des canons laser sur le dos. Joaz réfléchit. La présence de ces géants n'allait pas lui faire modifier sa stratégie de base, immanquablement vague et intuitive. Il devait se préparer à subir des pertes et ne pouvait qu'espérer en infliger d'encore plus importantes à l'ennemi. Mais les basiques se souciaient-ils de leurs troupes? Certainement moins que lui de ses dragons. Et s'il détruisait le village Bonbeck, s'il ravageait le Val, comment pourrait-il leur rendre l'appareil? Il regarda par-dessus son épaule les hautes falaises blanches et s'interrogea sur la justesse de ses estimations quant à l'emplacement de la grotte des sacerdotes. Il se devait d'agir. Le moment était venu. Il fit un signe à un petit garçon, un de ses propres fils, qui prit une profonde inspiration, quitta les rochers protecteurs à l'aveuglette et courut de façon désordonnée vers la vallée. Quelques secondes plus tard, sa mère se précipitait à sa poursuite, le rattrapait et le reconduisait à l'abri dans les éboulis. « Bien. » les félicita Joaz. « Très bien même. » Il regarda de nouveau prudemment entre les rochers. Les basiques le fixaient avec insistance. Alors que l'incertitude rongeait Joaz, eux, pendant un long moment, donnèrent l'impression d'ignorer son stratagème. Ils se consultèrent, parvinrent à une décision, et donnèrent de petits coups de cravache sur la croupe de leur monture. Les créatures se mirent à caracoler de biais, puis bondirent vers le nord de la vallée. Les traqueurs partirent en rang derrière elles. Les cavaliers lourds les talonnèrent à pas rapides et sautillants. Les porteurs d'engins suivirent avec leurs machines à 3 roues. Enfin, fermant la marche, les 8 géants s'ébranlèrent pesamment. Les envahisseurs avancèrent en piétinant les champs de Bellegarde et de Vesse, les pieds de vigne et les haies, les buissons de baies et les bosquets de cosses à huile qu'ils saccagèrent, en affichant un plaisir mêlé d'amertume. Prudents, les basiques firent halte à bonne distance des éboulis Bonbeck. Les traqueurs, eux, tels des chiens, coururent en avant, se hissant péniblement sur leurs premiers boulders, se cabrant pour humer l'air à la recherche d'odeurs, scrutant, tendant l'oreille, pointant le doigt, s'adressant les uns aux autres d'un air sceptique. Les cavaliers lourds progressèrent avec précaution. En les voyant s'approcher, les traqueurs excités abandonnèrent toute retenue et s'élancèrent au cœur même des éboulis. Une 12aine d'horreurs bleues leur tomba dessus. Ils se mirent alors à pousser des petits cris consternés et effarouchés en agrippant leurs fusils thermiques. Mais, dans leur affolement, ils réduisirent en cendres amis et ennemis, sans faire de distinction. Avec une suave férocité, les horreurs bleues entreprirent de les écharper. Appelant à l'aide, se débattant et fouettant l'air en vain, ceux qui en furent capables s'enfuirent aussi rapidement qu'ils étaient venus. Sur les 24 traqueurs du groupe initial, les 12 qui avaient survécu tentèrent de rejoindre la vallée. Alors qu'ils avançaient en criant de soulagement à l'idée d'être encore en vie, un groupe de meurtriers à longues cornes fondit sur eux. Ces quelques rescapés furent promptement massacrés et dépecés. Les cavaliers lourds chargèrent alors, poussant des hurlements rageurs, pointant leurs pistolets, brandissant leurs épées. Les meurtriers leur échappèrent en se retranchant derrière les boulders. Progressant avec méfiance dans les éboulis, les hommes de Bonbeck, qui s'étaient appropriés les fusils thermiques abandonnés par les traqueurs, essayèrent d'embraser les basiques. Peu familiarisés avec ces armes, ils oublièrent de viser ou de concentrer leurs tirs. Leurs adversaires, à peine roussis, s'empressèrent de fouetter leurs montures et de les éloigner. Les cavaliers lourds s'arrêtèrent à une centaine de pas des éboulis et envoyèrent une salve de balles explosives, tuant ainsi 2 chevaliers de Bonbeck et obligeant les autres à reculer. Les basiques, à distance raisonnable, évaluèrent la situation.
Les porteurs d'engins les rejoignirent. En attente d'instructions, ils conversèrent à voix basse avec les montures. Un des porteurs d'engins fut convoqué et investi d'une mission. Il se délesta de toutes ses armes et, levant ses mains vides, marcha jusqu'à l'entrée des éboulis. Avisant un passage entre deux boulders de 3 mètres de haut, il entra résolument dans le labyrinthe de pierre. Un chevalier de Bornbeck l'escorta jusqu'à Joaz. Là, par le plus grand des hasards, se trouvaient également 6 harpies. Le porteur d'engin hésita, marqua une pause pendant laquelle il effectua un rapide réajustement mental. Puis, il s'approcha des harpies. Il se courba avec déférence et se mit à parler. Les harpies l'écoutèrent sans le moindre intérêt. L'un des chevaliers lui désigna alors Joaz. « Sur Aerlit, les dragons ne gouvernent pas les hommes, » dit Joaz sèchement. « Quel est ton message ?» Le porteur d'engin jeta un regard dubitatif vers les harpies, puis fixa Joaz d'un air sombre. « Tu es autorisé à agir au nom de la communauté. » Il parlait d'une voix monocorde, choisissant ses mots avec soin. Joaz redemanda presque aussitôt. « Quel est ton message ?»« J'apporte une intégration de la part de mes maîtres. » »« Une intégration ? Je ne comprends pas. » »« Une intégration des vecteurs instantanés du destin. Une interprétation du futur. Ils souhaitent te transmettre les propos suivants. Ne gâchons pas de vie ni de votre côté ni d'une autre. Vous avez de la valeur à nos yeux, et nous vous traiterons conformément à cette valeur. Rendez-vous à l'autorité. Cessez cette destruction inutile de potentiel. » Joaz fronça les sourcils. « Destruction de potentiel ?» ?»« Je fais référence à votre génotype. Le message est terminé. Je vous conseille d'obéir. Pourquoi gâcher votre sang? Pourquoi vous détruire? Suivez-moi. Tout ira pour le mieux. » Joaz eut un rire cassant. « Tu es un esclave. Comment peux-tu décider de ce qui est le mieux pour nous ?» Le porteur d'engin plissa les yeux. « Quel autre choix avez-vous? Toutes les zones résiduelles de vie désorganisée doivent être supprimées. La voie de la facilité est la meilleure. » Il inclina la tête vers les harpies en signe de respect. « Si vous doutez de moi, consultez vos propres vénérés. Ils vous conseilleront. » »« Il n'y a pas de vénérés ici. Les dragons combattent avec nous et pour nous. Ce sont nos compagnons guerriers. Mais j'ai une autre proposition. Pourquoi tes compagnons et toi ne vous ralliez-vous pas à nous? Libérez-vous de votre joug. Devenez des hommes libres. Nous prendrons le vaisseau et irons rechercher d'autres mondes humains. » Le porteur d'engin ne manifesta qu'un intérêt poli. « Des mondes humains? Cela n'existe pas. Quelques résidus tels que vous subsistent encore dans des régions sauvages. Tous doivent être supprimés. Ne préféreriez-vous pas servir l'autorité? Ne préférerais-tu pas être un homme libre? » Le visage du porteur d'engin exprima une légère confusion. « Vous ne me comprenez pas. Si je choisis de... » »« Écoute-moi avec attention, » l'interrompit Joaz. « Toi et tes compagnons pourriez être vos propres maîtres. Vous pourriez vivre parmi d'autres hommes. » Le porteur d'engin fronça les sourcils. « Souhaites-tu que je devienne un sauvage? Auprès de qui trouverions-nous loi, réglementation, direction et ordre? » Joaz leva les mains au ciel d'un air dégoûté et fit une dernière tentative. « C'est moi qui vous procurerai tout cela. J'assumerai cette responsabilité. Retourne là-bas. Tue tous les basiques, les vénérés comme tu les appelles. Voilà mes premiers ordres. » »« Les tuer? » La voix du porteur d'engin était empreinte d'horreur. « Les tuer. » Joaz lui parla comme s'il s'adressait à un enfant. « Nous, les hommes, posséderons alors le vaisseau. Nous irons à la recherche de ces mondes où les hommes sont puissants. » »« De tels mondes n'existent pas. » »« Mais ils doivent exister. À une certaine époque, les hommes exploraient tous les systèmes stellaires des cieux. »« Plus maintenant. »« Et l'Éden? » ?»« Je ne connais pas cet endroit. » Joaz leva les mains. « Vas-tu te joindre à nous? » »« Que signifierait une telle action? Allons, rendez les armes. Inclinez-vous devant l'autorité. » Il regarda du côté des harpies d'un air incertain. « Vos propres vénérés recevront un traitement adéquat. N'ayez aucune crainte à ce sujet. » »« Espèce de fou! Ces vénérés sont des esclaves, tout comme tu en es un pour les basiques. Notre seul but est de les élever pour nous servir, comme on le fait avec vous. Admets au moins ta propre déchéance. » Le porteur d'engin plissa les yeux. « Je ne comprends pas très bien ta façon de parler.
Vous n'allez donc pas vous rendre. Non, nous allons tous vous exterminer si notre force physique ne nous abandonne pas. Le porteur d'engin s'inclina, tourna les talons et s'éloigna à travers les rochers. Joaz le suivit et inspecta la vallée du regard. Le porteur d'engin fit son rapport. Les basiques l'écoutèrent avec le détachement qui les caractérisait. Puis ils donnèrent un ordre, et les cavaliers lourds s'éparpillèrent et se dirigèrent lentement vers les rochers. Derrière eux, les géants marchaient pesamment, armes en avant, prêtes à faire feu. Une vingtaine de traqueurs, les survivants du premier raid, les suivaient. Les cavaliers lourds atteignirent les rochers et examinèrent les lieux. Les traqueurs grimpèrent plus haut à la recherche de tireurs embusqués. Ne voyant personne, ils firent signe d'avancer. Les cavaliers lourds pénétrèrent dans les éboulis avec précaution. Pour ce faire, ils furent obligés de briser leurs rangs. Ils progressèrent de 20 pas, 50, 100. Enhardis, les traqueurs désireux de prendre une revanche sautèrent par-dessus les roches. Alors, les harpies déferlèrent sur eux. Hurlant et jurant, les traqueurs redescendirent, poursuivis par les dragons. Les cavaliers lourds reculèrent, pointèrent leurs armes et tirèrent. 2 harpies furent touchées sous leurs aisselles inférieures, le point le plus sensible chez elles. Elles se débattirent et finirent par tomber parmi les rochers. Les autres, exaspérés, sautèrent directement sur les cavaliers. On n'entendit plus que grognements, cris aigus et hurlements de stupeur et de douleur. Les géants montèrent les rejoindre d'un pas pesant. Arrivés là-haut, ils s'emparèrent des harpies, leur tordirent le cou et les basculèrent au pied des rochers. Celles qui en furent capables reculèrent en courant, laissant derrière elles une demi-douzaine de cavaliers lourds blessés, dont 2 avec la gorge ouverte. Les cavaliers lourds se remirent en marche. Les traqueurs, toujours en reconnaissance au-dessus d'eux, faisaient preuve d'une méfiance plus accrue. Ces derniers se pétrifièrent soudain en lançant un avertissement. Les cavaliers lourds s'immobilisèrent en s'interpellant et en agitant leurs fusils nerveusement. Là-haut, les traqueurs reculèrent. À travers la roche, par-dessus la roche, des douzaines d'horreurs bleues affluaient. Les cavaliers lourds grimaçant firent feu. L'air empesta de relents d'écailles calcinées et de viscères éclatés. Les dragons se jetèrent sur les hommes. Au milieu des rochers, une terrible bataille s'engagea. Les combattants brandissaient pistolets et masses, et même des épées, bien que le manque d'espace rende celles-ci inutiles. Les géants s'approchèrent lourdement et furent à leur tour attaqués par les démons. La stupeur se substitua aux grimaces idiotes de leur faciès. Ils se mirent à sautiller d'une étrange façon pour éviter les queues lestées d'acier. Mais, dans l'escarpement, les démons étaient eux aussi désavantagés, et leurs boules métalliques cliquetantes heurtaient plus souvent la roche que la peau. Récupérant de la vigueur, les géants déchargèrent leurs projecteurs pectoraux en pleine mêlée. Démons, horreurs bleues et cavaliers lourds furent déchiquetés sans distinction. Du haut des rochers, une nouvelle vague d'horreurs bleues déferla. Elles se laissèrent glisser sur les têtes des géants, griffant, cognant, dépeçant. Les géants frénétiques se mirent à étriper ces créatures. Ils les projetèrent au sol et les piétinèrent. Les cavaliers lourds, eux, les brûlèrent avec leurs pistolets. Soudain, sans raison, il y eut une accalmie. Pendant 10 secondes, 15 secondes, régna un silence ponctué par les grognements des hommes et des dragons blessés. Une sensation de danger imminent alourdit l'air. Surgissant de tous côtés, les mastodontes firent alors leur apparition. Pendant un bref instant, géants et mastodontes se dévisagèrent. Puis les géants cherchèrent leurs projecteurs pectoraux à tâtons, tandis que les horreurs bleues leur sautaient dessus une fois de plus et immobilisaient leurs bras. Les mastodontes s'empressèrent d'avancer, les membres s'en mêlaient, gourdins et massues tournoyaient, les armures des dragons et celles des hommes étaient broyées et éparpillées. Tous trébuchaient les uns sur les autres, ignorant la peine, les coups et les mutilations. Le combat s'apaisa. Sanglots et souffles bruyants remplacèrent les hurlements. 8 mastodontes, supérieurs par leur taille et leur armement naturel, s'écartèrent en titubant des 8 géants abattus. Pendant ce temps-là, les cavaliers s'étaient regroupés dos à dos. Embrasant de leurs rayons thermiques les horreurs bleues hurlantes, les harpies et les démons qui avançaient sur eux, ils reculèrent méthodiquement vers la vallée et parvinrent enfin à quitter les rochers. Les démons qui les poursuivaient, désireux de se battre à découvert, bondirent parmi eux, tandis que sur les flancs, meurtriers à longues cornes et meurtriers à longues pattes se rassemblaient. Animés d'un enthousiasme inconsidéré, une douzaine d'hommes chevauchant des araignées et équipés de canons laser récupérés sur les géants morts
opérèrent une charge contre les basiques et les porteurs d'engins qui les attendaient près de leur machine à 3 roues installée là provisoirement. Sans la moindre vergogne, les basiques firent tourner leurs montures humaines et s'enfuirent vers le vaisseau noir. Les porteurs d'engins, eux, firent pivoter leur arsenal, visèrent et envoyèrent des décharges d'énergie. Un homme tomba, suivi d'un deuxième, d'un troisième. Les autres atteignant enfin les porteurs d'engins, les mirent en pièces, y compris l'individu qui avait été envoyé comme messager. Plusieurs hommes, émettant cris et sifflements, se mirent à la poursuite des basiques, mais leurs montures humaines, sautillant comme des lapins monstrueux, les emportèrent aussi rapidement que les araignées emportaient les hommes. Des rochers parvint le son d'une corne. Les hommes s'arrêtèrent et se retournèrent, puis les troupes de Bonbeck reprirent à toute allure la direction des éboulis, où elles disparurent. Les cavaliers chancelants se lancèrent par défi à leur poursuite, mais, épuisés, ils abandonnèrent la partie. Sur les 3 escouades d'origine, il ne restait pas suffisamment d'hommes pour en reformer une seule. Les 8 géants avaient péri, ainsi que tous les porteurs d'engins et presque tous les traqueurs. L'armée de Bonbeck avait rejoint les éboulis à temps. Du vaisseau noir, une salve de balles explosives fut tirée, faisant voler en éclats les rochers derrière lesquels elle venait juste de se retrancher. Chapitre 11. D'un promontoire rocheux érodé par les vents qui dominaient le Val Bonbeck, Hervis Carcolo et Bast Given avaient regardé la bataille. Les rochers leur avaient masqué la plupart des échauffourées. Cris et fracas métalliques leur étaient parvenus, assourdis et voilés, comme des bourdonnements d'insectes. De temps à autre, ils avaient aperçu des reflets d'écailles, des hommes qui couraient, des ombres vacillantes et mouvantes, mais l'issue du combat ne leur fut révélée qu'au moment où les troupes estropiées des basiques s'écartèrent en chancelant. Carcolo secoua la tête d'un air ahuri et revêche. « Un sacré petit malin, ce Joas Bonbeck. Il leur a fait rebrousser chemin. Il a massacré le meilleur de leurs troupes. » Il semblerait que des dragons armés de crocs, d'épées et de boules d'acier soient plus efficaces que des hommes avec des fusils et des rayons thermiques. En tout cas, dans un espace restreint, dit Bast Given. Carcolo grogna. « J'aurais pu en faire autant de pareilles circonstances. » Il regarda Bast Given d'un air hargneux. « Tu ne crois pas ?»« Si, bien sûr, sans l'ombre d'un doute. » « Évidemment, je n'ai pas eu le temps de me préparer. Les basiques m'ont eu par surprise. Joas Bonbeck, lui, ne partait pas avec ce handicap. » Il se tourna de nouveau vers le Val Bonbeck, là où le vaisseau noir bombardait les éboulis, réduisant en miettes les rochers. « Penses-tu qu'ils veuillent rayer les éboulis de la surface du globe ? Dans ce cas, Joas Bonbeck n'aurait plus de refuge. Leur stratégie est évidente, et comme je m'en doutais, ils ont des forces en réserve. » Une trentaine de cavaliers venaient de descendre la rampe. Ils se tenaient immobiles dans le champ piétiné devant le vaisseau. Carcolo se frappa la paume du doigt. « Bast Given, écoute-moi, écoute attentivement. Il est en notre pouvoir d'accomplir un exploit, de retourner la situation. Regarde où la crevasse Clybourne s'ouvre sur le Val, directement derrière le vaisseau des basiques. » « Ton ambition nous perdra. » Voyons, Given, combien de fois un homme meurt-il ? Y a-t-il meilleure façon de perdre la vie qu'en recherchant la gloire ? Bast Given se détourna et surveilla la poignée des rescapés qui constituaient l'armée de la Vallée Heureuse. « Nous pourrions obtenir la gloire en rossant une douzaine de sacerdotes. Nous lancer contre un vaisseau basique n'est guère nécessaire. » Néanmoins, c'est ce que nous allons faire. Je pars devant. Rassemble les troupes et suis-moi. Retrouvons-nous à l'entrée de la crevasse Clybourne, du côté occidental du Val. C'était Les Maîtres des Dragons, un roman court par Jack Vance. Chapitres 10 et 11. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce chapitre. Et pour soutenir la chaîne, Buy Me a Coffee ou souscrivez à Cosmodieu Premium pour des exclusivités et des avant-premières. Cosmoditrice, Cosmoditeur, je vous souhaite le meilleur. Merci, à bientôt.